Dans un quartier résidentiel calme de la banlieue de Boston, le Maplewood District, se trouvait une petite maison. Elizabeth Collins était assise près de la fenêtre, levant les yeux du manuscrit qu'elle tenait dans ses mains pour regarder au loin. Elle avait bâti une carrière de plus de 10 ans en tant qu'éditrice de livres pour enfants à la maison d'édition locale Northern Books. À la lumière, les quelques mèches grises dans ses cheveux bruns semblaient miroiter. Malgré son expression fatiguée, son regard doux et compatissant restait inchangé. « Richard, à quelle heure rentres-tu à la maison aujourd'hui ?» Elle a appelé son mari depuis le salon vers 7 heures. « Je pense que j'ai un rendez-vous important aujourd'hui. » Répondit Richard en finissant précipitamment son petit déjeuner. Il a été cadre dans la société immobilière de son père. Son visage un peu anguleux et ses cheveux bien coiffés dégageaient toujours un air de réussite. Elizabeth et Richard s'étaient rencontrés dans un club de littérature au cours de leurs années d'université, puis ils partageaient leurs rêves et leurs espoirs, promettant de parcourir le monde ensemble un jour. Maintenant, 7 ans après leur mariage, cette promesse avait été discrètement mise de côté. Leur vie était de plus en plus liée aux attentes et aux traditions de la famille Morrison. « Il est temps pour ton injection d'hormones, tu vas bien ?» Elizabeth pouvait sentir un mélange d'inquiétude et d'impatience dans la gentillesse de Richard. Ils voulaient des enfants depuis leur premier mariage, mais n'en avaient pas eu et avaient commencé des traitements de fertilité il y a 3 ans. Le médecin leur avait dit que nous n'avions trouvé aucun problème important, mais qu'il existait une possibilité d'infertilité inexpliquée. Cela empêche la conception. Je vais bien, je suis habituée maintenant. Elizabeth sourit, même si ses yeux restaient assombris. La famille de Richard, les Morrison, était connue localement comme une famille ancienne et établie. Son père, Harold, était un homme sévère avec des cheveux poivre et sel et des rides permanentes entre les sourcils. En tant que fondateur de Morrison Real Estate, il a exercé une influence significative dans le secteur immobilier du Grand Boston. Sa mère, Grace, était une figure centrale de la société locale, organisant divers événements caritatifs et imposant le respect en tant que Madame Morrison. Cependant, derrière son apparence raffinée se cachait un regard dur et critique et des paroles impitoyables. Richard avait 2 frères et sœurs. Sa sœur, Victoria, était directrice des ventes dans l'entreprise de leur père, faisant preuve d'un tel talent qu'elle était connue sous le nom de la Dame de Fer. Son jeune frère, Bradley, travaillait comme interniste à l'hôpital local. Il était le seul de la famille Morrison à traiter Elizabeth avec gentillesse. Depuis le début de son mariage, Elizabeth avait des difficultés avec sa relation avec la famille Morrison. Les piques et les critiques indirectes, notamment de la part de Grace et Victoria Con, lui ont immédiatement blessé le cœur. Beth travaille dans une petite maison d'édition locale, mais elle finira par consacrer plus de temps à la maison, disait Grace chaque fois qu'elle présentait Elizabeth à ses amis, donnant à Elizabeth le sentiment que sa carrière était rabaissée. Elle ne vient vraiment pas d'un milieu approprié pour la famille Morrison, n'est-ce pas? Elizabeth avait un jour accidentellement entendu Grace dire à un ami au téléphone. Le père d'Elizabeth avait été professeur d'anglais au lycée et sa mère était décédée prématurément. Elle avait été élevée par sa grand-mère, Edith, également décédée il y a 5 ans. Pour la famille Morrison, ce n'était pas un pédigré suffisant. Victoria n'était pas meilleure. Elle méprisait constamment la carrière d'Elizabeth en tant que simple rédactrice. Lors des réunions de famille à Noël et à Thanksgiving, elle couvrait Elizabeth de questions comme Beth. Est-ce que des emplois comme le vôtre ont même des augmentations de salaire? Le tout en arborant une expression agréable. Pendant ce temps, Richard était pris entre sa femme et sa famille. Au début, il a réconforté sa femme en lui disant « Ne t'en fais pas, ils sont toujours comme ça ». Mais peu à peu, il commença à prendre plus souvent le parti de sa famille. La pression de Grace et Victoria s'est intensifiée, surtout après avoir commencé des traitements de fertilité. La famille Morrison a toujours produit des garçons forts, dirait Grace, pour penser qu'il n'y a pas d'enfants pour perpétuer notre lignée. Ces mots restaient toujours inachevés dans l'air, mais leur sens était clair. Victoria était plus directe. J'ai eu 2 enfants et je dirige toujours l'entreprise. Elle montrait toujours son succès devant Elizabeth. Elizabeth avait exprimé ses frustrations à son mari, mais les réactions de Richard se sont progressivement refroidies. La mère et les autres s'inquiètent simplement de l'avenir de la famille Morrison, où Victoria peut parler ainsi, mais elle ne veut aucun mal. Il défendrait toujours sa famille et aujourd'hui aussi, Elizabeth était assise seule, lisant tranquillement un manuscrit, attendant le moment de son injection de fertilité. Devant la fenêtre, les arbres se balançaient doucement dans la brise du début de l'automne et au loin, elle pouvait entendre les enfants rire. Son cœur était étrangement perturbé. Le matin de l'anniversaire d'Elizabeth, Richard lui a remis un petit coffret cadeau avant de se précipiter au travail. « Joyeux anniversaire, célébrons-le comme il se doit ce soir »,
dit-il en lui donnant un doux baiser sur la joue. Alors qu'Elisabeth éditait un manuscrit sur le canapé du salon, le téléphone sonna soudain. Elle hésita un instant lorsqu'elle vit Grace Morrison s'afficher sur l'écran, mais répondit rapidement. « Elisabeth, joyeux anniversaire. » La voix de Grace était plus brillante que d'habitude. « Puisque c'est un jour spécial, je veux célébrer avec toi ce soir. Retrouvons toute la famille au Château Bloom. » À 7 heures. Elisabeth était sans voix. Château Bloom était l'un des restaurants français les plus exclusifs de Boston, où un seul plat pouvait coûter autant que son salaire quotidien. Grace n'avait jamais fait un geste aussi grandiose pour fêter son anniversaire. « Oh, merci, Grace, mais ce n'est pas la peine d'être modeste. Nous sommes une famille. » Grace l'interrompit. « J'ai demandé à Richard de s'occuper d'autre chose. Alors merci de venir directement au restaurant à cette heure précise. » Même après la fin de l'appel, Elisabeth est restée confuse. Pourquoi une invitation si généreuse tout d'un coup, et pourquoi séparément de Richard? Les questions étaient interminables. Mais un petit espoir grandit aussi dans son cœur. Le soir, Elisabeth appela Richard. « Es-tu sûr que ça va? Ta mère tout à coup, j'ai eu de ses nouvelles. » La voix de Richard était un peu tendue. « Je te rejoindrai plus tard. Maman. Essaie de te rencontrer à mi-chemin, amusez-vous. » Elisabeth a choisi une robe de cocktail noir adaptée à l'occasion spéciale. La dentelle subtile le long du décolleté accentuait magnifiquement son cou. Elle a relevé ses cheveux et portait le simple collier de diamants que Richard lui avait offert pour son anniversaire. Debout devant le miroir, Elisabeth ressentait un peu de confiance en elle. Son apparence. Tout ira bien, se rassura-t-elle. Cela pourrait être un nouveau départ. Close Bloom était un bâtiment classique en pierre avec un personnel en uniforme à l'entrée. Quand Elisabeth est arrivée, la porte était poliment ouverte pour lui souhaiter la bienvenue. Un manager d'âge moyen s'inclina légèrement. « Je m'appelle Elisabeth Morrison, j'ai une réservation. » À cette heure, un air de reconnaissance traversa le visage du manager. « Ah, la réserve Morrison. Par ici, s'il vous plaît. » Elle fut conduite devant la luxueuse salle à manger principale jusqu'à une salle privée à l'arrière. La douce lumière des lustres illuminait le couloir et des peintures impressionnistes ornaient les murs. « Voici votre tableau. » Le directeur a ouvert la porte d'une chambre privée. En entrant, Elisabeth se retrouva dans une pièce vide. Une grande table ronde recouverte d'une nappe blanche, des compositions florales élaborées de roses et cette coupe de champagne étaient disposées. Mais il n'y avait personne. « Excusez-moi, tout le monde n'est pas encore arrivé ?» demanda Elisabeth confuse. Le directeur lui lança un regard perplexe. « Tous les Morrison sont déjà arrivés. S'il vous plaît, attendez un moment. » Sur ce, il ferma la porte et partit. Elisabeth regarda lentement autour de la pièce. Elle remarqua une petite enveloppe posée sur la table. Son nom était écrit dessus avec une écriture élégante. Avec tremblement, Elisabeth ramassa l'enveloppe. Lorsqu'elle l'ouvrit, 2 documents tombèrent. L'un d'eux était un document légal officiel, les papiers de divorce. L'autre était une note écrite de la main de Grace. « Joyeux anniversaire, le défaut stérile doit disparaître. Sans toi, Richard peut avoir une vraie famille. » Grâce. Le monde d'Elisabeth s'est arrêté, sa vision s'est brouillée et elle pouvait entendre son cœur battre dans ses oreilles. Les papiers du divorce portaient déjà la signature de Richard, et sur un autre morceau de papier se trouvait une note manuscrite de Richard. « Je veux laisser un héritier à la famille Morrison. Ce n'est plus possible avec toi. J'ai déjà déménagé dans un autre appartement. Au revoir, Richard. » Les mains d'Elisabeth tremblèrent et les papiers tombèrent par terre. Des larmes chaudes coulaient sur ses joues. « C'est ainsi que se termine un mariage de 7 ans, dit-elle à voix haute. L'air dans la pièce était lourd, presque étouffant autour d'elle. Elle s'est effondrée sur une chaise, touchant inconsciemment sa bague. Le souvenir d'avoir reçu cette bague il y a 7 ans, pleine d'espoir et d'amour, était vif dans son esprit. Et maintenant tout s'était effondré en un instant. Mais au milieu du choc et de la tristesse, une autre émotion commença à surgir d'Elisabeth, faible au début, mais se renforçant progressivement. La colère, les paroles cruelles de Grace, la trahison de Richard et le fait qu'ils avaient choisi l'anniversaire d'Elisabeth pour un acte aussi cruel. Elle se leva lentement et essuya ses larmes. Répéta-t-elle d'une voix petite mais ferme. Soudain, la détermination remplit Elisabeth. Elle se dirigea vers la porte et appuya sur le bouton pour appeler le serveur. Un jeune serveur apparut. « Comment puis-je vous aider, madame? Qui paie le dîner de ce soir ?» demanda calmement Elisabeth. « Cela a été réglé à l'avance sur la carte de crédit de monsieur Morrison. » répondit le serveur. Un petit sourire apparut sur les lèvres d'Elisabeth. « Dans ce cas,
J'aimerais certainement commander le meilleur dîner et le champagne pour une personne. Le serveur hocha la tête et partit. Elisabeth revint à table et inspira profondément le parfum des fleurs. Elle remit les papiers du divorce dans l'enveloppe et les glissa dans son sac. Ce n'est pas la fin, se dit-elle doucement. C'est le début. On apporta le champagne. Des bulles dansaient dans le verre. Elisabeth les regarda tout en commençant à formuler un plan dans son esprit. Il y avait une lueur de détermination dans ses yeux. 3 mois s'étaient écoulés. Elisabeth regardait la neige s'accumuler devant la fenêtre de son petit appartement. La procédure de divorce s'est déroulée étonnamment bien. L'avocat de la famille Morrison s'était occupé de tout, exhortant Elisabeth à signer rapidement en échange de sa part de la propriété commune. Elle n'a même pas engagé son propre avocat, acceptant tranquillement et rapidement la séparation d'avec sa vie passée. Elle n'a jamais rencontré Richard face à face. Tout a été fait par l'intermédiaire d'un représentant. Il n'y avait aucun message de sa part, aucune excuse, rien, comme si leur cette année de mariage avait été une illusion. Elisabeth prit sa tasse de café et regarda l'enveloppe posée sur la petite table de la cuisine de son appartement. Il était adressé à Miss Elizabeth Collins. Après le divorce, elle était revenue à son nom de jeune fille. L'enveloppe était arrivée hier. Il provenait d'un cabinet d'avocats de Say, une petite ville de Cape Cod, dans le Massachusetts. Elle ne l'avait pas encore ouvert, le téléphone sonna, sortant Elisabeth de ses pensées. « Salut Jennifer, c'était une collègue de la maison d'édition. Comment vas-tu ? Je suis inquiet car je ne t'ai pas vue dans les parages. » « Je vais bien, merci, » sourit Elisabeth. Jennifer était l'une des rares amies à l'avoir soutenue après le divorce. « Je fais juste une petite pause, je comprends, mais tu peux revenir à tout moment. Tout le monde attend vos manuscrits. » Une fois l'appel terminé, Elisabeth reporta son attention sur l'enveloppe. Prenant une profonde inspiration, elle l'ouvrit finalement. « Chère Miss Elizabeth Collins, nous vous informons respectueusement de l'exécution du testament de votre grand-mère, Edith et Collins. » Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent en lisant la lettre. Sa grand-mère Edith, qui était comme une mère pour elle depuis son enfance, était décédée il y a 5 ans. À l'époque, Elisabeth pensait que son héritage se composait uniquement d'un petit compte d'épargne et de MOS. Cependant, selon cette lettre, la grand-mère Edith possédait des biens secrets. Les investissements qu'elle avait commencés dans sa jeunesse s'étaient tranquillement mais sûrement transformés en une fortune substantielle, et Edith avait nommé Elisabeth, sa seule petite fille, car les actifs aériens totalisant environ 8 millions de dollars vous seront transférés via un fonds en fiducie. Selon les instructions d'Edith, cette information ne devait être divulguée qu'à l'âge de 35 ans. Elisabeth a laissé tomber la lettre et s'est effondrée sur une chaise. 8 millions de dollars, le chiffre dans ses dents. Sa tête. C'était une blague ? Mais les documents joints, la signature de l'avocat, tout semblait authentique. Le lendemain, Elisabeth s'est rendue à Cape Cod et a rencontré l'avocat Jonathan Fizet. Le doux homme d'âge moyen aux cheveux gris a tout confirmé. Edith était une femme sage, a déclaré Jonathan. Elle a continué à investir régulièrement dès son plus jeune âge et son talent était remarquable. Cependant, elle a toujours préféré un style de vie modeste et n'a jamais fait connaître sa richesse. Mais pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit ? Elisabeth a demandé quand je me suis mariée, quand j'ai fait mes études. Edith voulait que vous traciez votre propre chemin dans la vie. Jonathan sourit et elle ajouta spécifiquement la condition d'attendre jusqu'à 35 ans pour que cet héritage n'affecte pas votre mariage. Elisabeth était enveloppée d'émotions complexes. Si elle avait eu connaissance de cet héritage plus tôt, sa relation avec la famille Morrison aurait-elle été différente ? Grace aurait-elle toujours méprisé le fait que ses 4 enfants ne venaient pas d'un milieu assez bon ? Richard l'aurait-il quand même abandonné ? Non, ce n'est pas le cas, se dit-elle, même avec de l'argent, leur essence n'aurait pas changé. Elisabeth s'est confiée à Jonathan sur sa situation récente, le divorce, le traitement réservé à la famille Morrison et sa situation actuelle. Jonathan a écouté son histoire avec empathie et compréhension. « Elisabeth, tu as maintenant une merveilleuse opportunité de recommencer ta vie, dit-il. Le souhait d'Edith était que tu sois vraiment heureuse. » Quelques semaines plus tard, Elisabeth prenait une nouvelle décision. Elle a d'abord décidé de se soumettre à un nouveau test pour déterminer la cause de son infertilité. Dans le cabinet du docteur Sarah Chen, spécialiste renommée en médecine de la reproduction à Boston, Elisabeth a été informée d'un fait choquant. « Elisabeth, le docteur Chen lui a pris la main. Il n'y a rien de mal avec toi. En fait, après un examen plus approfondi des dossiers médicaux précédents, la cause de l'infertilité était du côté de Richard. Que veux-tu dire ? Son nombre de spermatozoïdes est extrêmement faible et sa motilité est également mauvaise. Il s'agit d'un problème congénital et les chances de conception étaient assez minces.
Le docteur Chen expliqua gentiment. Ces résultats de test auraient dû être communiqués à Richard par le médecin précédent. Elisabeth était abasourdie, mais je n'en ai jamais entendu parler. Malheureusement, l'infertilité masculine est souvent difficile à accepter pour l'individu, en particulier dans les familles qui accordent une grande valeur au lignage. Les paroles du docteur Chen résonnaient dans l'esprit d'Elisabeth. Richard le savait, tout comme sa famille, mais il l'avait traité comme un défaut pour le bien de la fierté masculine de la famille Morrison. Connaissant cette vérité, quelque chose a changé chez Elisabeth. Ce n'était pas de la tristesse ou de la colère, mais un paisible sentiment de libération. Elle n'avait plus besoin de se blâmer. Au printemps, Elisabeth avait pris une décision importante. Elle décide d'ouvrir une petite librairie spécialisée dans les livres pour enfants, un rêve qu'elle nourrit depuis longtemps. Elle a loué le premier étage d'un immeuble Allstone dans le quartier de Beacon Hill à Boston et l'a nommé la bibliothèque d'Edith. Le nom choisi en l'honneur de sa grand-mère semblait lui donner de la force. L'ouverture de la librairie était un petit événement, mais, grâce à ses relations dans l'industrie de l'édition, les auteurs locaux aussi. ATT a terminé un coin lecture pour enfants, un espace cosy avec des canapés confortables et des étagères garnies de livres pour enfants soigneusement sélectionnés. Elisabeth avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place. Un soir, elle lisait la rubrique affaires du journal local. On a appris que Morrison Real Estate était confronté à une crise de gestion. Le marché immobilier s'était refroidi en raison de l'impact de la pandémie de Covid et Harold avait accumulé des dettes substantielles suite à un grand projet. En outre, plusieurs investissements avaient échoué et l'entreprise tombait rapidement en difficulté financière. Le nom de Richard était également mentionné dans l'article. Il avait perdu son poste dans l'entreprise de son père et cherchait un nouvel emploi. De plus, selon les rumeurs, il avait prévu de se remarier avec une jeune mondaine peu après le divorce, mais ses projets avaient également échoué en raison du déclin économique de la famille Morrison. Même après avoir lu l'article sur l'art, Elisabeth n'a ressenti aucune émotion particulière. La colère et la tristesse du passé ne dominaient plus son cœur. Le passé est le passé, murmura-t-elle. Regardant par la fenêtre, Elisabeth était entourée d'une douzaine d'enfants dans le coin lecture de la bibliothèque d'Edith. Un an s'était écoulé depuis l'ouverture de sa librairie et les lectures du samedi matin étaient devenues une activité locale populaire. Tandis que les enfants applaudissaient en souriant, Elisabeth ferma le livre. Sa librairie était passée d'une simple entreprise à un centre communautaire. Diverses manifestations étaient régulièrement organisées, notamment des lectures d'auteurs locaux, des ateliers parents-enfants et des séminaires spéciaux pour les éducateurs. C'était une lecture merveilleuse. À la voix masculine calme, Elisabeth se retourna. Il y avait là un homme d'âge moyen avec un air sophistiqué, des cheveux noirs grisonnants, un doux sourire et plusieurs livres scientifiques pour enfants dans ses bras. Merci, Elisabeth sourit. Comment puis-je t'aider? En fait, je cherche des livres pour mon neveu. L'homme montra les livres. Il est fasciné par la science, en particulier par l'espace. C'est un merveilleux intérêt. J'ai des livres plus soigneusement sélectionnés ici. Elisabeth guida l'homme jusqu'à la bibliothèque. Les deux hommes ont commencé à parler de livres scientifiques pour enfants et leur conversation s'est progressivement élargie. L'homme s'est présenté comme étant Michael Adams, chirurgien cardiaque au Boston General Hospital. J'ai pensé à écrire un livre médical, a déclaré Michael, mais je ne sais pas comment transmettre des concepts médicaux complexes au grand public. C'est un projet très précieux, les yeux d'Elisabeth pétillaient. J'ai de l'expérience en édition, je pourrais donc peut-être vous aider. À partir de ce jour, Michael a commencé à visiter régulièrement la librairie. Les deux hommes ont apprécié les conversations allant de la sélection de livres et de la consultation sur son projet de livre médical à des sujets progressivement plus personnels. Elisabeth était attirée par l'intelligence et la gentillesse de Michael et Michael était captivé par sa force et sa compassion. Quand Elisabeth a révélé son expérience de divorce, Michael ne l'a pas jugée mais a écouté tranquillement son histoire. « Vous êtes une personne vraiment forte », a-t-il dit, pour surmonter une telle expérience et accomplir désormais un travail qui enrichit la vie des autres. Au moment où leur relation s'approfondissait, un visiteur inattendu est apparu. Pendant qu'Elisabeth vérifiait les comptes dans le bureau de la librairie, on frappa à la porte. Entrez. La porte s'ouvrit et Richard se tenait là. Fini son apparence confiante. Il avait un visage fatigué et semblait avoir perdu du poids. Il avait des cernes de fatigue sous les yeux et il avait l'air nettement plus vieux qu'il y a un an, Elisabeth. Il hésita, sein immobile. Tu m'écouteras? Elisabeth sentit un battement momentané dans sa poitrine mais retrouva rapidement son calme. Que veux-tu? Demanda-t-elle calmement. J'ai eu tort. Richard entra dans la pièce et ferma la porte. Je tiens à m'excuser sincèrement pour cette nuit de ton anniversaire.
J'étais manipulée par ma mère et Victoria. Elisabeth écouta silencieusement ces paroles. Le visage de son ancien mari exprimait de la honte et du regret, des émotions qu'elle n'avait jamais vues chez lui auparavant. L'entreprise est au bord de la faillite. Richard baissa la voix. Mon père s'est mis à boire. La mère a été abandonnée par ses amis. Victoria a été transférée dans une petite entreprise à Chicago. Nous avons tout perdu. Et Elisabeth l'interrogea sans montrer d'émotion. En fait, notre incapacité à avoir un bébé était de ma faute. Richard baissa les yeux. Bradley l'a confirmé médicalement, mais ma mère a dit que c'était une honte familiale et m'a dit de le cacher. Le cœur d'Elisabeth se balançait avec des émotions complexes, colère, tristesse et un étrange sentiment de libération, mais son expression restait calme. Je t'ai blâmé. Alors j'ai fait de ta faute. La voix de Richard tremblait. Je suis vraiment désolée. Je comprends maintenant. Tu étais une femme merveilleuse. J'ai jeté la meilleure épouse pour la foolish pride de ma famille. Alors que Richard était sur le point de continuer, le téléphone portable d'Elisabeth sonna. Excusez-moi, elle a répondu au téléphone, Jessica. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de Madame Morrison. Rapporta la secrétaire d'Elisabeth d'une voix paniquée. Elle dit que son fils, Bradley, a été hospitalisé en urgence. Elle dit qu'elle a besoin de te parler. Après avoir raccroché, l'expression d'Elisabeth était remplie de tension. Bradley a été hospitalisé. La couleur du visage de Richard disparut. Quoi, que s'est-il passé? Les deux se sont précipités à l'hôpital. Dans l'unité de soins intensifs du Massachusetts General Hospital, Bradley était allongé sur son lit, le visage pâle. À ses côtés, Grace était assise, l'air épuisé. Elisabeth, tu es venue. La voix de Grace avait perdu sa dignité d'antan. Selon le docteur, Bradley avait développé une maladie rénale héréditaire et avait besoin d'une dialyse. Une greffe serait le meilleur traitement. Mais il n'y avait aucun donneur compatible dans la famille. La famille Morrison avait une tendance héréditaire aux maladies rénales et Richard comportait également un risque potentiel. Nous avons tous été testés. Grace serrait un mouchoir avec ses mains tremblantes. Mais aucun de nous n'est compatible. Elisabeth regarda Bradley à travers la vitre de la chambre d'hôpital. Il était le seul de la famille Morrison à avoir été gentil avec elle. Quel est son état? Elisabeth a demandé au médecin. Il est stable pour le moment, mais sa fonction rénale décline rapidement. Sans donneur compatible, les paroles du médecin s'estompent. Le lendemain, Grace vint directement à la librairie d'Elisabeth. Son apparence autrefois digne avait disparu. Il y avait des cernes sous ses yeux et ses cheveux étaient ébouriffés. S'il te plaît, Elisabeth, la voix de Grace s'étouffa. Au secours, Bradley, envisageriez-vous de faire tester la compatibilité? Elisabeth regarda son ancienne belle-mère, qu'il avait un jour qualifiée de défaut. La femme devant elle n'était plus cette arrogante Grace Morrison. Elle n'était qu'une mère inquiète pour la vie de son fils. Pourquoi tu me demandes? Demanda doucement Elisabeth. Tu as toujours été compatissant. Grace a baissé les yeux et nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner maintenant. Après mûre réflexion et consultation avec Michael, Elisabeth a finalement décidé de se faire tester. Michael, en tant que médecin, a soutenu sa décision tout en s'inquiétant de sa santé et de l'impact psychologique. C'est une grande décision. Michael lui tenait la main. Compte tenu de ce qu'ils vous ont fait, personne ne vous en voudrait. Mais qui deviendrai-je alors? Elisabeth répondit doucement. Je deviendrai comme eux. Les résultats des tests ont révélé qu'Elisabeth était compatible en tant que donneuse pour Bradley. Elle pourrait faire don d'une partie de son rein. La veille de l'opération, Elisabeth a visité la chambre d'hôpital de Bradley. Il sourit faiblement. Pourquoi tu fais ça pour moi? Bradley a demandé d'une voix basse. Il ne s'agit pas de pardon. Elisabeth a répondu honnêtement. Je veux juste faire ce qui est bien en tant qu'être humain. Le matin de l'opération, elle a dit doucement à Grace que ce n'était pas pour vous ou votre famille. Je fais juste ce qui est bien en tant qu'être humain et c'est mon dernier cadeau pour toi. L'opération a réussi et Bradley a commencé à se rétablir. La loi d'Elisabeth a été couverte par le journal local, renforçant encore sa réputation, mais pour elle, c'était la forme ultime de réconciliation avec le passé. Elle avait suivi sa propre conscience et ouvert complètement la porte à une nouvelle vie. 2 ans s'étaient écoulés. Pendant la période de convalescence d'Elisabeth après l'opération, Michael s'était consacré à la soutenir, non seulement en lui prodiguant des soins appropriés, en utilisant ses connaissances de médecin, mais sa gentillesse et sa patience avaient noué un lien fort dans le cœur d'Elisabeth. « Es-tu prêt ?» Michael passa la tête à travers la porte du salon encore un instant. Elisabeth mettait des boucles d'oreilles en perles. Devant le miroir, une paisible satisfaction se lisait sur son visage.
Il y a un an, Elizabeth et Michael avaient célébré leur cérémonie de mariage dans une petite église. Ce fut une cérémonie chaleureuse, entourée de collègues du secteur de l'édition, de clients réguliers de la librairie et de la famille de Michael. Elizabeth était vêtue d'une robe ivoire élégante mais pas flashy, tenant un bouquet de fleurs de sa ville natale. Après le mariage, les deux hommes avaient rénové la maison d'Elizabeth, créant ainsi une maison commune lumineuse et ouverte. En même temps, ils ont également lancé un groupe de soutien pour les couples confrontés à l'infertilité. Leurs activités, utilisant l'expérience d'Elizabeth et les connaissances médicales de Michael, donnaient de l'espoir à de nombreuses personnes. Il y a 6 mois, une nouvelle joie était ajoutée à leur vie. Grâce à une agence d'adoption, ils avaient accueilli des jumelles de 6 ans, Emma et Sophia. Les sœurs, qui avaient des antécédents de maltraitance, étaient méfiantes mais ont progressivement ouvert leur cœur à l'amour dévoué d'Elizabeth et Michael. « Allez les filles, allons-y » Elizabeth entra dans le salon et sourit aux jumelles dans leurs jolies robes. « Où allons-nous » demanda Sophia avec des yeux curieux. « Un endroit spécial. » Elizabeth répondit gentiment. « Un endroit avec des souvenirs importants pour moi. » Les 4 se sont dirigés vers le centre-ville en voiture et sont finalement arrivés devant le château Bloom. C'était le restaurant haut de gamme où Elizabeth avait autrefois mangé seule son dîner d'anniversaire en criant la bienvenue à M et Madame Adams. Le directeur salua poliment les 4. C'était une personne différente d'il y a 3 ans. Alors qu'on les conduisait à la salle à manger principale, Elizabeth remarqua 2 silhouettes assises à une table au fond du restaurant. C'était Grace et Richard. Grace avait perdu son ancien glamour et Richard avait clairement l'air vieux. Ils remarquèrent également Elizabeth et leurs regards se croisèrent un instant. Elizabeth hocha légèrement la tête, puis détourna le regard et retourna vers sa famille. Michael posa doucement sa main sur son épaule et les jumelles furent absorbées par la carte des desserts devant elles. À ce moment-là, je pensais que c'était la fin, dit doucement Elizabeth à Michael. Mais en réalité, c'était le début de ma vraie vie. De l'autre côté de la table, on pouvait sentir les regards complexes de Grace et de Richard. Mais Elizabeth n'était plus prisonnière du passé. Elle avait hâte, chérissant les moments heureux avec sa nouvelle famille. La douleur du passé l'avait effectivement blessée, mais en même temps elle l'avait aidée à devenir une personne plus forte et plus compatissante. La douce lumière de la fin de l'été traversait les fenêtres du restaurant, illuminant doucement les sourires de la famille d'Elizabeth. Ce n'était pas une fin, mais l'éclat d'un nouveau départ.